Le catch japonais est rempli de traditions. Et s'il y en a une que la New Japan Pro Wrestling respecte plus que tout, c'est celle du 4 janvier. Chaque année, le Tokyo Dome devient le théâtre de Wrestle Kingdom, le plus grand événement de catch au Japon. Et en 2017, cette tradition a offert au monde l'un des plus grands shows de l'histoire du catch, Wrestle Kingdom 11. Après les éditions 9 et 10 de Wrestle Kingdom, encore considérées aujourd'hui comme parmi les plus grandes de l'histoire, on se demande à l'époque si Wrestle Kingdom 11 est capable d'égaler, voire surpasser ces éditions légendaires. Alors, s'il y a autant d'attentes et de hype pour Wrestle Kingdom 11, c'est tout simplement parce que la New Japan Pro Wrestling en 2015 et 2016 ont littéralement changé de cap avec une qualité de produit exceptionnelle, jamais vue auparavant, et un roster tout simplement incroyable qui fait que les attentes sont hyper élevées pour Wrestle Kingdom 11. Et on y est. Le 4 janvier 2017, Wrestle Kingdom 11 a lieu. Et avant de passer au show principal, on se doit de faire un tour sur cette traditionnelle Battle Royale en pré-show qui a lieu depuis maintenant 2 ans. Bon, on va être honnête, ce match, c'est vraiment pas le plus attendu de la carte. Il est même pas sur la carte principale, en fait, il est dans le pré-show. Mais son rôle, c'est quand même aussi un peu de chauffer la foule. Et pour le coup, je trouve qu'il a bien réussi. On a eu vraiment l'arrivée de Billy Gunn qui était assez marquante. On a eu aussi tous ces segments avec Cheeseburger, ce Bone Soldier, c'était assez marrant. On a aussi eu l'apparition de légendes. Je pense à Jushin Liger, je pense à Kuniaki Kobayashi. C'était franchement sympa. Ça a bien chauffé la foule. C'était pas trop long, pas trop court. En général, les pré-shows, voilà, c'est cette durée le match sur le pré-show et c'est parmi toutes les Battle Royale sûrement ma préférée jusqu'à présent. Et au terme de 25 minutes de Battle Royale entre une finale entre Michael Elgin et Cheeseburger, Michael Elgin sort Cheeseburger pour sa cinquième ou sixième élimination si on compte celle où il y a tout le monde qui élimine Nakanishi. Donc Michael Elgin gagne cette Battle Royale et c'était toujours sympa franchement. C'est vraiment un petit truc sympa qui est pas trop important mais qui dérange pas quoi. À noter, il me semble que Michael Engine était censé être blessé, il me semble, pour le show. Je crois qu'officiellement, il devait affronter Cody, si je dis pas de bêtises. Du coup, il est rentré en premier. Et c'était un peu une surprise parce que pour le coup, il me semble qu'il était annoncé blessé pour ce show. On ferme maintenant cette parenthèse de pré-show et maintenant on peut se focaliser sur la carte principale. Le premier match de la soirée voit Kota Ibushi contre H, sauf que les deux sont dans des rôles de Tiger Mask et Tiger the Dark pour promouvoir le lancement de la série animée qui a eu lieu en octobre 2016. Donc voilà, le premier match de la carte principale, c'est vraiment basé sur le dessin animé japonais. Tiger Mask W représenté par Kota Ibushi et Tiger the Dark présenté par H. Et pour la petite anecdote, il me semble que la série animée, elle met également en scène des personnages vraiment inspirés de véritables stars de la New Japan, et notamment Okada et Tanahashi, il me semble. Du coup, voilà, c'était vraiment pour promouvoir cette série animée. Pas grand chose à dire sur ce match en soi, c'est un bon match d'ouverture pour le coup, c'est 5 minutes d'un rythme assez rapide, assez intéressant, même si malheureusement les gimmicks, surtout pour Kota Ibushi, ne lui a pas permis d'exploiter pleinement son arsenal et tout ce qu'il savait faire. Mais pour le coup, c'était vraiment un combat assez sympa qui dure pas très longtemps et franchement qui était assez agréable à voir. Et c'est finalement Kota Ibushi qui prend la victoire après avoir esquivé plusieurs soumissions et des enchaînements de tombstone. Et une Tiger Bomb du coup Kota Ibushi lui parvient à prendre la victoire sur Ace en Tiger the Dark. En octobre a lieu le traditionnel tournoi par équipe junior qui permet aux gagnants de ce tournoi de remporter un shot pour les titres par équipe junior justement. Et en octobre 2016, c'est l'équipe Roppongi Vice composée de Trent Barreta et Rocky Romero qui parviennent à gagner ce tournoi et ils challengent les Young Bucks pour un match pour les titres juniors à Wrestle Kingdom 11. Quant aux Bucks, ils sont champions depuis juin, depuis Dominion, et à part les Motor City Machine Gun ainsi que David Finlay et Ricochet, ils n'ont pas eu de challenger pour ces titres, c'était assez calme. Ils étaient plus présents du côté du Bullet Club contre toute cette faction de Chaos du coup, dans lequel on retrouve Roppongi Vice. Pour l'anecdote, c'est la première fois depuis 2012 qu'au Dome, on se retrouve avec un match 2 contre 2 pour les titres juniors. Avant, c'était souvent sous forme de 4-way. Donc voilà, ça fait un peu plaisir pour le coup. C'était toujours sympa ces 4-way. Mais vraiment, on voulait plutôt voir un affrontement entre deux équipes vraiment dominantes qui essayent de se surpasser. Et on y est du coup, on arrive au Dome, les Young Bucks font leur entrée avec tous leurs titres Pro Wrestling Guerrilla, leurs titres Junior New Japan, leurs titres Ring of Honor et leurs titres à eux, leurs titres personnalisés Super Kick. Et ils parlent même des Hardy Boys dans leur entrée, donc voilà, ils arrivent tous les deux, toutes les deux équipes au Tokyo Dome.
Alors pour le coup, moi j'ai trouvé le match assez sympa, mais qui a finalement jamais vraiment décollé, qui est un peu monté en intensité, mais c'était assez timide pour le coup au vu du calibre des deux équipes. Il y a des séquences assez marquantes, mais en fait les Bucks à l'époque des fois c'est assez marrant, mais des fois c'est stupide. Genre je pense à ce segment où ils essayent de se barrer et Roppongi Vice les poursuivent, alors qu'à la New Japan, bah tu peux perdre, enfin tu peux prendre les titres par décompte, donc je vois pas pourquoi Roppongi Vice sont allés les chercher. Au final, ils graillent un super kick et les Bucks remontent dans le ring. Donc voilà, ça peut être marrant, mais dans ce registre, moi je trouve ça un peu débile. Mais bon, c'était les Bucks de l'époque, c'était des heals rétrospectivement assez marrants quand même. Mais t'as des segments comme ça où, ah, vas-y les frères, vous en faites un peu trop. Le moment marquant du match pour moi, c'est le dive raté de Barretta à l'extérieur du ring et ça fait un bruit, les gars. Quand je vous dis que ça résonne dans le dôme, c'est terrifiant vraiment. Il se loupe parce que les Bucks en fait esquivent complètement. C'est pas un botch quoi, hein. C'est juste un dive raté parce que les Bucks bah, se décalent. Et vraiment, à partir de ce moment-là, du coup, Rocky Romero est seul et les Bucks le dominent totalement. Franchement, il y a une grande domination. Et après, Rocky Romero parvient à faire un tombé venu de nulle part pour du coup gagner les titres par équipe. Et nous avons de nouveaux champions juniors par équipe. Est-ce que vous vous souvenez un peu plus tôt dans la vidéo quand je vous ai dit que la New Japan vraiment calait des four-way presque chaque année pour les titres juniors pour un peu caler le plus grand nombre de lutteurs? Bah là, le match qui remplace du coup cet habituel four-way pour les titres tag, bah, c'est ce four-way gauntlet match pour les titres Six Man Never. Les champions, du coup, David Finlay, Ricochet et Satoshi Kojima défendent contre les trois principaux clans du coup, de la New Japan à l'époque. Chaos, représenté par Jado, Will Ospreay et Yoshihashi. Yoshihashi qui ressortait d'une superbe année 2016 pour le coup. Contre le Bullet Club également, représenté par Bad Luck Fale, Eggman Adam Page et Yujiro Takahashi. Yujiro Takahashi, c'est celui qui avait trahi Okada pour rejoindre le Bullet Club pour l'anecdote à l'ancienne quand il y avait AJ Styles. Et contre LIG, je vais laisser Google Traduction vous faire du coup la prononciation du clan, parce que j'ai un accent tout simplement dégueulasse en fait. Los Ingobernables de Japón. La plupart des pronostics voyaient LIG gagner, notamment grâce à la super performance entre Evil et Sanada à la World Tag League. Et concernant David Finlay, Kojima et Ricochet, il n'y avait pas beaucoup d'histoire. Donc voilà, on s'attendait à de nouveaux champions. En plus, les titres Six Man Never, ils ont été introduits l'année dernière au Tokyo Dome à Wrestle Kingdom 10. Et entre-temps, on a eu 8 nouveaux champions, donc c'est énorme. Donc on s'attendait encore une fois ici à de nouveaux champions Six Man Never. Les deux premières équipes à commencer, c'est Chaos et le Bullet Club, et hormis la séquence qui mène un peu à la fin du match entre Hangman Page et Will Ospreay, il n'y a pas grand chose à retenir de ce premier acte du Gauntlet. Par contre, la séquence entre Will Ospreay et Hangman Adam Page, elle est hyper bien, franchement. Je la trouve vraiment hyper intéressante. Ospreay fait vraiment bien parler de lui. Hangman, pareil. Et après un shooting star à l'extérieur du ring d'Hangman Adam Page, c'est Yujiro Takahashi qui élimine Jado et qui élimine Chaos de ce Gauntlet match. La prochaine équipe à rentrer dans ce Gauntlet match, c'est tout simplement l'équipe. Los Ingobernables de Japón. Pas grand chose à dire sur ce deuxième acte du Gauntlet, tout simplement parce que LIG domine tout simplement le Bullet Club. Et après 2 minutes, même pas, il me semble, dans le match pour LIG, Sanada applique du coup un Dragon Sleeper à Takahashi et ce dernier abandonne. Du coup, le Bullet Club est éliminé et on peut passer à la finale de ce Gauntlet match. Place aux champions, du coup on peut accueillir les champions qui arrivent dans le ring. Du coup David Finlay, Ricochet et Satoshi Kojima font leur entrée. Séquence hyper bien aussi, c'est quand Satoshi Kojima enchaîne LIG de chop, ça réveille un peu la foule, c'était vraiment trop bien, cette séquence elle est vraiment trop bien, les chops ils sont dingues, c'était vraiment une séquence vraiment intéressante du match entre les deux équipes. Et après quelques minutes de séquence vraiment intéressante, Kojima est touché par le Mist Devil et Los Ingobernables de Japón. parviennent à remporter le match et nous avons de nouveaux champions Trio Never. On aura le temps de revenir sur LIG un peu plus tard. Mais voilà, les pronostics étaient bons, la plupart avaient raison. LIG sont les nouveaux champions trio. Le 22 mai 2016, Stardust et qui est Cody Rhodes à la WWE est libéré de son contrat. La fédération n'a plus confiance en le futur American Nightmare et il est libéré de son contrat. Il quitte donc la WWE en 2016 et il rejoint la Ring of Honor la même année tout en allant un peu partout dans le circuit indépendant et lors de Final Battle en décembre 2016 il bat Jay Lethal et turn heel pendant le match avec ce low blow et du coup Cody passe heel et lors de la finale de la World Tag League qui se déroule une semaine plus tard, Kenny Omega annonce qu'un nouveau membre du Bullet Club va faire son arrivée et là un package de Cody Rhodes se lance et du coup on comprend que Cody Rhodes a rejoint le Bullet Club
Club. Et il y a aussi du coup plus tard une annonce comme quoi il va affronter Juice Robinson et qui est CJ Parker à NXT, pour ceux qui connaissaient, à Wrestle Kingdom 11. Pour petite anecdote, Cody, il va devenir le premier homme à apparaître du coup à Final Battle, à Wrestle Kingdom, à WrestleMania et à TNA Bound for Glory. Même si à TNA Bound for Glory, il ne catche pas, juste il apparaît avec sa femme Brandy Rhodes. Il débute à la TNA là-bas en l'espace d'un an. Du coup voilà, et du coup le 4 janvier 2017, il fait ses débuts sur un ring de la New Japan Pro Wrestling. Juice Robinson, quant à lui, est à la fédération de la New Japan depuis 2015, depuis septembre 2015. Il sort des perfs assez corrects, mais sans plus. C'est pas une si grande menace à l'époque pour Cody, hein, même s'il est un peu plus présent depuis un peu plus longtemps à la New Japan que ce dernier. Beaucoup misent du coup sur une victoire de Cody, vu qu'il vient de rejoindre le Bullet Club. Il a une forte ascension, et Juice Robinson, bah voilà, c'est pas la plus grande menace à l'époque pour Cody, quoi. Beaucoup étaient également inquiets un peu du match-up parce que les deux sont pas très appréciés du public New Japan. Les deux, c'est pas les deux meilleurs lutteurs du monde, surtout sur un ring de la New Japan. Du coup, il y avait beaucoup d'inquiétudes aussi quant au match en lui-même, quant à la qualité du match. Et pour le coup, le match est pas dingue. C'est un match vraiment typique américain pour le coup dans le ring. C'est un match un peu, il manque de saveur, un peu comme tous les matchs de Cody, je trouve en général, surtout dans le circuit indépendant. C'était certes un personnage un peu intrigant, un peu intéressant, tout cet American Nightmare, tout ce turn, etc. Mais dans le ring, ça n'a jamais été vraiment étincelant, je trouve. Je pense notamment à son règne de champion Ring of Honor, ou même à la New Japan un peu plus tard en 2018, etc. Les matchs contre Kenny Omega, c'est des bons matchs, mais c'est pas des top matchs, surtout avec un Kenny Omega de 2018. Donc voilà, le match, ça tourne autour un peu du genou, du genou de Juice Robinson. C'est d'ailleurs pour ça que Cody Rhodes a été renommé Mr. Three Stars, hein, dans le circuit indépendant. Voilà, Monsieur 3 étoiles, des matchs 3 étoiles sans plus, du coup vraiment mid quoi. Donc voilà, le match est pas forcément incroyable. Bon, après c'est un match milieu de show d'une dizaine de minutes entre deux lutteurs qui ne sont pas adeptes du style américain. Donc voilà, fallait pas non plus s'attendre à un 5 étoiles, mais on pouvait quand même s'attendre à un petit peu mieux. Et au final, c'est Cody Rhodes qui parvient à placer un crossroad sur Juice Robinson pour prendre la victoire sous l'indifférence totale. Franchement, les fans en ont clairement rien à foutre. Donc voilà, un match oubliable, skippable de ouf, qui était pas forcément hyper intéressant. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre de la Ring of Honor opposant Kyle O'Reilly et Adam Cole, les deux anciens partenaires de l'équipe Future Shock, l'une des meilleures équipes du circuit indépendant, à la Pro Wrestling Area et à la Ring of Honor, qui sont devenus ennemis, qui sont entrés en rivalité notamment avec le main event de Final Battle en 2016 où Kyle O'Reilly du coup bat Adam Cole pour prendre le titre mondial, beaucoup trop tard, hein, par la même occasion. Et du coup voilà, on a le remake au Tokyo Dome. Faut savoir par contre que Kyle O'Reilly est hyper apprécié des fans New Japan. Son parcours en junior, il est hyper clean, franchement, il est trop fort. Je pense notamment à sa finale contre Kushida au Best of Junior 2015, qui est tout simplement l'une des meilleures finales de tournoi de l'histoire de la New Japan. Le niveau qu'ils ont affiché, c'est vraiment lunaire. Donc voilà, on arrive du coup à un match pour le titre Ring of Honor à Wrestle Kingdom. Ce match, ça symbolisait vraiment la dernière chance de mettre le titre Ring of Honor en avant à la New Japan. L'année dernière, on avait un Jay Lethal, Michael Engine qui était pas dingue, qui n'avait pas suscité grand intérêt. Vraiment, les fans, ils en avaient presque rien à faire. Et malheureusement, on va voir que c'est un peu le même cas cette année-là. Vraiment, Kyle O'Reilly, c'était vraiment le lutteur à mettre pour vraiment mettre en avant ce titre à la New Japan, mais ça n'a pas marché. Bon, après le match, pour le coup, il dure pareil une dizaine de minutes en mid-card. C'est vraiment un match un peu psychologique américain. Le match est pas dingue, franchement, le public en a pas grand-chose à faire. Il y a quelques séquences sympas quand même. Je pense notamment déjà au début du match où il y a cette poignée de main avant que Adam Cole crache à la gueule de Kyle O'Reilly. Donc voilà, on pose déjà les bases du match, on pose déjà vraiment le tempérament du match et c'était quand même assez sympa. Les performances des deux sont pas mal pour le coup. En fait, c'est un bon match, mais pas un bon match dans un contexte de la New Japan. C'est ça le problème. C'est pas un match qui doit figurer à la New Japan tout simplement parce qu'en fait, le public on avait rien à foutre et il comprenait rien. Il ne cherchait pas à comprendre l'histoire racontée entre eux les deux. Et vraiment, ils ont porté aucun intérêt au match. Pourtant, Adam Cole fait vraiment une bonne perf de heal pour le coup. Il est vraiment bon dans ce qu'il doit faire, etc. Kyle O'Reilly, en plus, il sort une belle perf aussi. Mais voilà, le public n'a pas laissé sa chance au match. Et du coup, ce qui fait qu'on a un match assez correct. Mais pour le coup, le public en a tout simplement rien à foutre.
Et c'est finalement Adam Cole qui parvient à battre Kyle O'Reilly pour remporter son troisième titre de la Ring of Honor. Et c'est le record à l'époque pour le coup. C'est le record 3 fois champion Ring of Honor. C'est un record. Je sais pas s'il est battu aujourd'hui. Il me semble pas pour le coup. Je crois qu'à l'heure actuelle c'est toujours un record. Il me semble qu'il y a Castagnoli, Jericho et Bandido là les plus proches récemment avec deux. Mais sinon 3 fois il me semble que c'est encore le record. Donc voilà. Avant de perdre face à Christopher Daniels, il était retourné au Japon, Adam Cole, pour défendre face à Yoshihashi. Donc voilà, il parvient à battre Kyle O'Reilly dans un match pas forcément dingue, mais pas non plus immonde. Le prochain match, c'est un three-way pour les titres par équipe opposant Chaos, donc Tomohiro Ishii et Toru Yano, une équipe un peu improbable, ils n'avaient pas trop d'expérience ensemble, contre Guerrilla of Destiny, Tamatonga et Tangaloa, et Great Bash Hill, donc Togi Makabe et Tomoaki Honma. En finale de la World Tag League 2016, Great Bash Hill, donc Togi Makabe et Tomoaki Honma ont parvenu à prendre la victoire sur Guerrilla of Destiny, Tamatonga et Tangaloa dans un vraiment excellent match. Franchement, je l'ai revu pour l'occasion et le match est vraiment super lourd. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, on devait avoir un Guerrilla of Destiny contre du coup Great Bash Hill en simple, quoi, pour le coup, juste pour les petites tags. Mais en fait, lors du show Road to Tokyo Dome le 17 décembre, en fait, tout simplement, Tomohiro Ishii et Yano ont tout simplement volé les titres et du coup, ils ont été intégrés au match. C'est pas plus simple que ça. Avant de parler du match, j'aimerais parler de l'immense face-off entre Honma et Ishii. Alors, ceux qui connaissent, ils avaient une série de matchs incroyable pour le titre Never en 2015. Je pense à leur match à New Beginning et je pense à leur match à Power Struggle. Et c'est dingue. Le face-off, il était magnifique. Franchement, t'as ressenti la rivalité entre les deux. C'était incroyable. Du coup, rien que pour ça, le match est déjà hyper bien. Sinon, quant au match, le match était vraiment super sympa. Pour le coup, il n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'il dure une douzaine de minutes. Et la perf de Yano est exceptionnelle. Franchement, tout le long du match, c'est vraiment lui le fil conducteur du match. C'est trop bien. Mais sinon, parmi les 6 membres du match, franchement, tous ont pu avoir le temps un peu de briller, avoir une séquence vraiment intéressante pour le coup. Après une séquence assez sympa, Toru Yano prend le tag à l'aveugle et tandis que Ishii partait pour se prendre une double souplex de Guerrilla of Destiny, mais il met un double low blow à Tongaloa et Tamatonga et il fait un roll-up pour tout simplement prendre la victoire. Pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était un match assez divertissant, qui prenait pas trop de place sur la carte, mais qui était toujours assez agréable à suivre, avec un fort enjeu quand même. On parle quand même des titres par équipe. Guerrilla of Destiny ont lâché vraiment une sacrée perf. Franchement, les 6 et surtout Toru Yano, du coup, qui pour moi a été le plus brillant dans ce match. Donc pour le coup, franchement, assez bon match pour le coup. Et on peut passer nous à la suite. Et la suite, ce n'est pas n'importe quoi, parce qu'on rentre dans le match pour le titre junior de la compagnie. Donc ça, pour le coup, le titre junior, c'est un titre incroyablement important parce que du coup c'est le titre mondial mais pour les poids légers de la New Japan et là en l'occurrence nous avons Hiromu Takahashi contre Kushida. Alors faut savoir que c'est le premier de leurs 3 affrontements de l'année, des affrontements qui ont vraiment marqué la première partie de l'année à la New Japan, 3 affrontements hyper différents mais incroyables. Franchement cette série de matchs, bon il y a un match, je sais pas si on peut caractériser ça de match. Ceux qui savent, Sakura Genesis 2017, toujours l'une des décisions les plus couilleuses de l'histoire de la New Japan. Si vous savez pas pourquoi, allez voir. Ceux qui savent pourquoi comprennent. Mais franchement, les 3 sont hyper différentes à leur manière, mais vraiment hyper carrés, franchement hyper clean, toujours hyper bien à suivre, toujours des top matchs pour le coup. Et je pense à leur match à Dominion qui est pour moi le meilleur des 3 là cette année-là. Et franchement, c'est toujours un régal à suivre les deux dans un ring. Pour un petit peu de contexte, Power Struggle 2016, Bushi contre Kushida. Kushida reprend le titre junior. Franchement, l'année 2016 de Kushida, c'est n'importe quoi. Il est trop fort. Franchement, il livre des prestations incroyables. Et après le match, il y a une bombe à retardement, voilà, qui commence. Et à la fin de cette bombe à retardement, Hiromu Takahashi qui fait son retour après 2-3 ans à la CMLL et à la Ring of Honor. Il fait son retour à la New Japan et défie Kushida pour un match pour le titre à Wrestle Kingdom. Du coup, la hype est monstrueuse. Il y a énormément d'attentes parce que vraiment, on parle d'un match entre Kushida qui a clairement boosté la division junior en 2016. Franchement, il lui a donné un de ses gains de renouveau. Et Hiromu Takahashi avec la hype de son retour. On s'attend tous vraiment à un match exceptionnel. Et pour le coup, on n'a pas été déçus. Le match, on capte déjà l'intensité déjà quand en fait Takahashi attaque Kushida pendant son entrée. Donc le match, les deux ont même pas le temps de se retrouver ensemble sur le ring. Le match commence déjà et Takahashi vraiment accélère grave le rythme et porte un sunset flip powerbomb à l'extérieur du ring dévastateur. Tellement dévastateur qu'en fait Kushida percute tellement le sol qu'en fait les médecins se ramènent et c'était quasi une fin de match en fait.
Là, c'est vraiment un Kushida hyper agressif contre un Takahashi hyper explosif. Franchement, le mélange des deux, ça donne un match de fou. Il y a vraiment de belles séquences, notamment cet enchaînement de German suplex de la part de Takahashi. Kushida méprise totalement Takahashi pendant le match. La foule est à fond dans le match. Franchement, la foule pop beaucoup pour ce match. C'est compréhensible. Franchement, le match est incroyable. Et forcément, le mépris de la part de Kushida envers Takahashi a causé sa perte. Et oui, parce que Hiromu Takahashi envoie Kushida dans le coin du ring et place son time bomb pour le compte de 3 et décroche son premier titre junior à la New Japan Pro Wrestling. Et c'est là où je vous ai dit avant que j'allais reparler de LIG, bah on y est du coup parce que en fait, après son retour à Power Struggle, tout simplement Hiromu Takahashi a accepté l'invitation de Tetsuya Naito à rejoindre le clan. Du coup voilà, le clan est encore mis en avant. Franchement, le clan c'est l'un des plus grands clans de l'histoire rétrospectivement. Il est dingue ce clan, ils sont fous l'aura franchement. Alors s'il y a un clan il y a pas beaucoup de clans qui ont plus d'aura que ce clan vraiment, hein. C'est vraiment un match de ouf pour le coup, franchement, que ce soit qualitativement ou émotionnellement parlant pour le coup. Les matchs pour le titre junior au Dome en général, ils suscitaient pas forcément de gros intérêts pour les fans, mais alors là, pour le coup, la performance des deux et toute cette histoire racontée dans le ring, ça a vraiment, franchement, ça a vraiment fait pop la foule à mort et la foule était à fond dedans. Et franchement, c'est un match que je vous conseille, comme tous leurs matchs qu'ils ont pu avoir en simple, franchement, c'est deux des plus grands juniors de l'histoire de la New Japan. Si jusqu'à présent, en termes de match, vous avez réussi à comprendre que la plupart ne sont pas axés sur l'histoire, mais plus réservés à des lutteurs qui apparaissent dans la compagnie en défiant directement quelqu'un pour sa ceinture, bah, le match qui va suivre, c'est tout le contraire, puisqu'on va parler du Katsuyori Shibata contre Hiroki Goto pour le titre Never. Et oui, puisque Katsuyori Shibata et Hiroki Goto ont fréquenté le même lycée, ils se sont entraînés ensemble et ont débuté leur carrière ensemble à la New Japan. Après, Shibata a quitté la fédération pour se lancer dans le MMA sans succès et Shibata est revenu à la New Japan en 2012 après une absence de plus de 8 ans. Et directement après son retour, Shibata et Goto ont entamé une rivalité légendaire pour ensuite former une équipe. Et oui, puisqu'en 2014, les deux remportent la World Tag League ensemble et s'avancent à Wrestle Kingdom 9 en 2015, prétendant au titre par équipe et battent le Bullet Club, donc Doc Gallows et Carl Anderson, pour prendre le seul titre qu'ils auront ensemble. L'alliance entre Shibata et Goto prend fin lorsque Goto rejoint Chaos après avoir été persuadé par Okada. Shibata, qui a littéralement pris le titre Never pendant quasi toute l'année, il le perd contre Evil début du mois de novembre 2016, mais le reprend 10 jours plus tard, juste avant la World Tag League. Et pendant cette World Tag League, Goto pin Shibata et inversement, les deux se pin. Et c'est comme ça que l'annonce du match a été faite. Et on y est, 4 janvier 2017, Wrestle Kingdom 11, Katsuyori Shibata contre Hiroki Goto. Une hype immense, le public est chaud et c'est parti pour un des matchs les plus hypants de la soirée. Faut savoir que le titre Never, les matchs pour ce titre, c'est purement axé sur le strong style, du coup des matchs bien violents qu'on retrouve souvent chez New Japan, mais vraiment là c'est hyper intense pour le titre Never. Et là avec des mecs comme Hiroki Goto et Katsuyori Shibata, bah je pense qu'on est en plein dedans, on a tous les ingrédients parfaits pour avoir vraiment un match de dingue. Et c'est pile ce qu'on a eu du pur strong style pendant une quinzaine de minutes. Les mecs, c'est vraiment deux colosses en fait qui se la sont foutus sur la gueule. Franchement, j'ai kiffé le match à mort. En fait, il y avait vraiment une domination technique de Shibata pendant quasi tout le match. Pour le coup, il était vraiment supérieur à Goto techniquement et il arrivait beaucoup à caler pas mal de soumissions pour le coup. Était vraiment en difficulté, mais Goto, pour le coup, parvient quand même à riposter à la fin et à remporter la victoire. La fin de match elle est tout simplement incroyable. Franchement, il y a Shibata qui contre le JTR. Et Goto, il se fait malmener d'headbutt, de coups de coude, etc. Goto, il se relève, il place un headbutt, il place le JTR et il parvient à défaire Shibata pour prendre le titre Never. Le match est tout simplement incroyable à la hauteur de tous leurs précédents. Franchement, ils ont eu pas mal de matchs. Je pense à leur match à Dominion en 2013. Le match est incroyable, mais celui-là, c'est peut-être mon préféré de tous ceux que j'ai vus entre les deux. Parce que vraiment, l'agressivité, l'adversité et toute cette compétitivité avec le contexte du dôme, c'est incroyable. Franchement, Shibata, ça c'est du guerrier. Le mec qui monte dans un ring, il en a rien à faire de perdre ou de gagner. Juste, lui, il veut se la mettre. Et face à un Hiroki Goto, ça a totalement pris. Le match est tout simplement excellent. Il dure pas très longtemps. Il me semble qu'il fait une vingtaine de minutes, même pas. Donc franchement, le match est incroyable. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est dans le top 3 des meilleurs de la soirée.
Suite à cela, Shibata a annoncé qu'il voulait prendre un peu de recul sur ce titre Never. Oui, oui, parce qu'il a en fait disputé 11 fois dans l'année, hein. Il a eu 11 matchs pour le titre en 2016. Du coup, voilà, on pouvait comprendre qu'il voulait s'éloigner et c'est ce qu'il va faire, puisqu'en fait, l'avenir pour Shibata, c'est qu'il va prendre la New Japan Cup en 2017 et affronter Okada à Sakura Genesis. Et là, on le sait, c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire. Je ferai une vidéo sur Sakura Genesis parce que c'est vraiment un show de ouf. Mais on connaît ce headbutt et on connaît les conséquences de ce headbutt pour Shibata. Il a littéralement failli mourir sur le ring ce jour-là. Il revient en 2021, soit 4 ans après. Franchement, Shibata, respect monsieur, parce que des lutteurs comme lui, on n'en fait plus. Et nous, on peut passer au co-main event Tetsuya Naito contre Hiroshi Tanahashi pour le titre intercontinental. Tetsuya Naito sort d'une année 2016 extraordinaire. Il forme LIG, il prend la New Japan Cup en 2016, il bat Kazuchika Okada à Invasion Attack 2016 et prend son premier titre mondial. Il le perd quelques mois plus tard à Dominion face à Okada encore une fois, mais il ne baisse pas les bras et il va prendre le titre intercontinental à Michael Elgin à Destruction in Kobe et vraiment il est leader de sa faction Los Ingobernables de Japón. qui est extrêmement populaire, franchement. La faction, c'est l'une de mes factions préférées, elle est immense. Tetsuya Naito est l'un des plus grands heals de l'histoire. Ah, il est trop fort. Il ment, il triche, il balance des ceintures en l'air. C'est incroyable. Franchement, Tetsuya Naito, ce sera à jamais l'un de mes lutteurs préférés à la New Japan, juste pour ce run. C'est extraordinaire. Hiroshi Tanahashi, quant à lui, stagne en 2016. Il perd au Tokyo Dome face à Kazuchika Okada dans, comme je l'ai dit auparavant, pour moi le meilleur main event de Tokyo Dome de l'histoire. Et ensuite, il perd sa chance au titre intercontinental contre Michael Elgin en février. Ensuite, milieu d'année, il se blesse à l'épaule. Alors à l'origine, il aurait dû participer au premier ladder match de l'histoire de la New Japan contre Kenny Omega à Dominion pour le titre intercontinental, mais il est blessé. Du coup, il revient de blessure plus tard dans l'année et il s'allie vraiment à Kushida et Michael Elgin pour faire tomber un peu ce clan de Heel LIG. Et à Power Struggle 2016, il bat Sanada dans un match et plus tard dans le show, Tetsuya Naito conserve son titre intercontinental contre Michael Elgin et après ce match, Hiroshi Tanahashi apparaît et exige un match contre Naito et les deux concluent d'un match pour le titre intercontinental au Tokyo Dome à Wrestle Kingdom 11 le 4 janvier 2017. Et vous l'aurez compris, hein, le titre intercontinental, il n'est pas défendu par des mid-carders en soi, hein, vraiment il est défendu par des main eventers, c'est un titre hyper important. C'est pas un titre mondial, mais il a presque le même prestige hein, que le titre mondial, franchement. Bon, on l'a vu déjà, rien que Wrestle Kingdom 8, le match pour le titre intercontinental main event, même si c'est dans un contexte particulier, c'est quand même Shinsuke Nakamura et Tanahashi qui détiennent la ceinture. C'est pas des no-name, hein, c'est pas des mid-carders, des futurs stars, c'est vraiment des superstars établis. Donc vraiment, on capte déjà le prestige du titre et l'enjeu du titre. Et on y est, Wrestle Kingdom 11, les deux font leur entrée, des entrées incroyables. Par contre, le theme song de Tanahashi est nul à chier, hein, fallait le dire. Il arrive avec un nouveau theme song, l'ancien était tellement mieux. Franchement, le theme song est horrible. Le match est parfait, le contexte est parfait. En fait, le match en lui-même, c'est le parfait exemple d'un babyface contre le anti-héros. Anti-héros dont la foule avait rejeté et c'est pour ça qu'il est passé un peu en heel, on le sait. Voilà, la foule ne voulait pas Naito, du coup il se retourne et maintenant la foule est un peu divisée parce qu'ils se sentent un peu coupables de l'avoir rejeté. Donc vraiment le contexte est hyper bien amené, franchement c'est hyper bien raconté et le combat en lui-même, bah, on va en parler, il est tout simplement incroyable. La narration est aussi extraordinaire. Naito, qui a été privé de son main event de Wrestle Kingdom il y a 3 ans, il a enfin l'occasion de se racheter, de se venger contre celui qui lui a volé tout simplement ce spot. La performance de Naito, c'est l'une des plus grandes perfs que j'ai vues, franchement. La précision, le rythme, les prises, tout est excellent, franchement. Le public est en délire. Et ils sont carrément du côté de Naito plus que Tanahashi, j'ai l'impression. Et Naito, en fait, il fait un taf incroyable, franchement. Naito, sa performance, elle est exceptionnel. Et après 25 minutes d'un match incroyablement intense, Naito finit par battre Tanahashi. Il le pine en plein milieu du ring, mais il jette après le match le titre en l'air. En fait, comme signe de rejet, lui, de la New Japan. Il veut vraiment faire comprendre aux gens que vous l'avez rejeté, bah, il les rejette aussi. Et ça, j'ai jamais vu un lutteur. Il n'y a pas beaucoup de lutteurs avec plus d'aura que Naito que dans ce contexte-là où il jette la ceinture pour dire j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles. Maintenant, vous m'avez rejeté. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, je suis au top. J'ai battu votre ancien ace. J'ai battu l'un des plus grands lutteurs de votre compagnie. Et il se dresse au-dessus de Tanahashi, qui est totalement vaincu. L'image est
hyper symbolique, franchement. L'image, elle est dingue. Et Naito, vraiment, ça l'a propulsé encore plus. Franchement, Naito 2016-2017, c'est l'une des meilleures périodes de sa carrière, tant il est tellement over et trop fort dans tout ce qu'il fait. Wrestle Kingdom 11 a été une énorme réussite pour Los Ingobernables de Japón. parce qu'il remporte tous les titres possibles. Les 5 membres sont champions. Bushi et Evil Sanada sont champions trio Never. Hiromu Takahashi est champion junior. Et Tetsuya Naito est champion intercontinental. Et vraiment, grosse réussite ce show pour ce clan. Et en coulisses, Naito fut confronté à Michael Engine, qui lui le défiera pour un match à New Beginning plus tard dans l'année. Et on va pouvoir passer à l'un des matchs les plus importants, si ce n'est le match le plus important de l'histoire de la New Japan Pro Wrestling, le main event de Wrestle Kingdom 11. Kazuchika Okada défend son titre contre le vainqueur du G1 Climax 2016, Kenny Omega. Mise en contexte, Kazuchika Okada, nouvelle ace de la compagnie et champion principal puisqu'il a battu Hiroshi Tanahashi lors de Wrestle Kingdom 10 dans le main event l'année dernière. Il a connu un échec l'année dernière, c'est avoir perdu son titre à Invasion Attack contre Tetsuya Naito, mais il le reprend 2 mois plus tard à Dominion et là, Naomichi Marufuji échoue dans sa quête de prendre le titre. Franchement, il est au sommet de son arc, Kazuchika Okada, rien ne peut le toucher, mais là, dans le main event du Dome en 2017, il affronte peut-être sa plus grande menace, Kenny Omega, qui a vraiment connu une année décisive pour lui à la New Japan en 2016. Il sort d'une année extraordinaire, leader de dingue du Bullet Club après le départ d'AJ Styles. D'ailleurs, il lui turn dessus début 2016. C'est dommage qu'AJ Styles parte en fait parce qu'on n'a jamais eu ce Kenny Omega AJ Styles, c'est dommage. Mais bon, il est un extrêmement bon leader du Bullet Club. Il a remporté son premier championnat intercontinental, mais il a sorti des matchs contre Naito au Climax. C'est l'un des plus grands matchs de l'histoire. Contre Tanahashi en février, le match est dingue. Contre Michael Elgin, le match est dingue. Et pour couronner le tout, il est devenu le premier étranger à remporter le G1 Climax. Alors, oui et non. Alors, il a annoncé comme premier étranger à avoir gagné le G1 Climax, mais en fait, Masahiro Chono, qui est, je crois, 5 fois vainqueur du Climax, il est né à Seattle, à Washington, aux States. Donc, techniquement, c'est lui le premier à avoir été le premier étranger à avoir gagné le G1 Climax, mais en fait, il est présenté comme un talent local au Japon. Donc, c'est pour ça que Kenny Omega est le premier catcheur présenté comme étranger à avoir remporté le tournoi. C'est quand même un sacré accomplissement pour le coup. C'est pas tout le monde qui gagne le G1 Climax, c'est l'un des tournois les plus prestigieux au monde. Donc voilà, c'est quand même, ça renforce vraiment le statut de Kenny Omega à l'approche de Wrestle Kingdom. Alors certes, Kenny Omega remporte la mallette, remporte le G1 Climax, mais il doit le défendre, il doit défendre cette mallette, et c'est ce qu'il fait, il bat Hiroki Goto et il bat Yoshihashi, et c'est donc officiel, nous aurons bien Kazuchika Okada contre Kenny Omega à Wrestle Kingdom 11 le 4 janvier 2017 dans le main event du Tokyo Dome. Faut vraiment comprendre à quel point la New Japan a vendu ce match comme l'un des plus grands de l'histoire. Ils nous disent que c'est vraiment le meilleur de l'Est contre le meilleur de l'Ouest. Les deux meilleurs lutteurs au monde s'affrontent pour la première fois en simple dans le main event du Tokyo Dome. Et en fait, quand tu vois l'ascension de Kenny Omega qui est passé en un an de perdre face à Kushida pour le titre intercontinental à prendre le climax, à pin Okada sur la route du Tokyo Dome, il le pin avec sa prise de finition, il se dresse au-dessus d'Okada comme si Okada c'était son petit. En fait, Omega est tellement serein, il approche tellement ce match avec certitude que ça rend en fait l'intensité et l'importance du match tellement immense. Et en fait, ça nous dit aussi qu'Okada ne remet pas qu'en titre son jeu, mais aussi son héritage. Et son héritage, c'est toute cette feud contre Tanahashi. Donc ça, faut vraiment pas le mettre de côté. En fait, le match est vraiment vendu comme le plus grand de l'histoire du catch. Et on y est, 4 janvier 2017, Wrestle Kingdom 11, main event du Tokyo Dome. Les deux font leur entrée. Kenny Omega fait une entrée incroyable à la Terminator. Kazuchika Okada, fidèle à lui-même, fait son entrée habituelle spectaculaire accompagné de Gedo. Kenny Omega est rejoint un peu plus tard par les Bucks qui l'accompagneront pour ce match. L'atmosphère est sous tension, on ressent vraiment la tension même. Peu importe quand vous regardez le match, vous ressentez vraiment l'intensité et la tension de ce match. Et on est parti pour le main event du plus grand show de l'année hors WWE. Le match est assez lent au début, mais vraiment la justesse technique et la fluidité, elle est incroyable pour le coup, les deux. Vraiment, les enchaînements de prises est extrêmement bien amené et très très fluide pour le coup. Omega cible beaucoup le bras d'Okada au début du match. Il le ramène beaucoup au sol malgré les tentatives de contre d'Okada, notamment avec ses coups de coude. Omega vraiment parvient à prendre le dessus sur Okada dans le début du match. Vraiment, pour le coup, le début du match, il est très bien rythmé, très propre et très équilibré pour le coup. Okada, lui, cherche à mettre de l'intensité, mais Omega
Omega à chaque fois parvient à trouver la parade pour contrer Okada. Les deux cherchent à placer leur finisher, donc le Rainmaker et le One Winged Angel, mais les deux n'y arrivent pas, les deux se contrent. Et c'est pour ça que le combat au début du match est très bien équilibré. Le match va vraiment monter en intensité quand ils vont sortir une table que les deux vont bien manger, tout simplement parce que Kazuchika Okada mange un double stomp alors qu'il a la table sur lui, sur le ventre, c'est une dinguerie. En fait, quand tu regardes le spot, tu te tiens le ventre tellement t'as mal pour Okada. Franchement, je vous jure, c'est une dinguerie ce qu'il prend. Je sais pas comment il a réussi à se relever après ça parce que bah, tu prends littéralement un double stomp alors que t'as une table sur le ventre, quoi. Deuxième spot incroyable avec cette table, c'est le back body drop que encaisse Kenny Omega alors qu'il se trouve sur le ring. Il est projeté à l'extérieur du ring sur la table. Et franchement, je me demande comment il est encore en vie après ce spot parce que waouh, c'est je pense l'un des spots les plus choquants que j'ai vu de ma vie en tant que fan de catch. Et franchement, c'est une dinguerie. Par contre, la précision de la chute, c'est aussi à noter parce que c'est vraiment pas évident d'envoyer un lutteur depuis le ring jusqu'à l'extérieur du ring. Franchement, c'est quand même à noter. Mais franchement, franchement la chute que prend Kenny Omega, c'est franchement impressionnant. Les Bucks, ils sont là à côté de lui pour voir s'il va bien. Mais franchement, je sais pas comment il a réussi à se relever. De retour sur le ring, Kenny Omega n'a pas le temps de souffler vu qu'il bouffe un missile dropkick et un saut de la troisième corde, un coup de coude de la troisième corde de Kazuchika Okada qui va tenter de placer un Rainmaker, mais il n'arrivera pas puisque les deux après se retrouvent sur le coin du ring et là Kenny Omega envoie une Dragon Suplex sur Kazuchika Okada du haut de la troisième corde, c'est dévastateur, les deux sont morts, on dirait que Okada pareil, on dirait qu'il vient de mourir en plein milieu du ring et c'est là vraiment que le match, franchement là le public est chauffé à bloc, là ils peuvent pas être plus hype et c'est là vraiment que la séquence finale de 15 minutes va démarrer. C'est l'une des plus grandes séquences de l'histoire du catch. Après du coup cette Dragon Suplex, Omega il cible le coup d'Okada, il essaie d'envoyer des V-Trigger, Okada esquive, place une German Suplex pardon, d'anthologie, franchement la German elle est dingue. Après le Rainmaker est évité par Kenny Omega, il répond par deux V-Trigger mais Kazuchika Okada parvient à sortir un drop kick monstrueux, du coup Okada tente à nouveau le Rainmaker, Omega repousse, enchaîne V-Trigger puis Poison, Frankensteiner, nouveau V-Trigger, il tente le One Winged Angel mais Okada s'en échappe et le surprend avec un Tombstone plus pose pour le Rainmaker, il cherche le Rainmaker et il l'a Rainmaker 1, 2 et non. Kenny Omega se dégage du Rainmaker et là la pop dans la salle, c'est n'importe quoi. Il rejoint Tetsuya Naito et Hiroshi Tanahashi dans le cercle de ceux qui ont parvenu à se dégager du Rainmaker. L'image de Kazuchika Okada complètement frustré après le kick-out de Kenny Omega, voilà le compte de 3 qui n'est pas arrivé à terme, elle est légendaire cette image. Et il envoie après un missile dropkick, mais le missile dropkick qu'il envoie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Kenny Omega est propulsé à l'autre bout du ring tellement le dropkick il est puissant. Kazuchika Okada cherche le tombstone, Kenny Omega le contre avec un cradle pile driver pour le compte de 2. À genoux, les deux s'envoient des... Franchement, les deux sont morts, ils sont à genoux. Franchement, ils s'envoient des gifles, ils s'envoient des coups de coude. C'est une dinguerie. Il se relève, Kenny Omega passe en dessous de Kazuchika Okada. Snapdragon V-Trigger compte de 2. Il cherche le One Winged Angel. Okada s'accroche, retombe sur ses pieds, envoie un Rainmaker incroyable, mais ne parvient pas à chercher le tomber, puisqu'en fait les deux sont seuls, les deux sont morts. Les deux rampent, ils se prennent le poignet, ils se relèvent. Kazuchika Okada cherche encore une fois son Rainmaker, mais Omega le stop avec 3 V-Trigger. Okada répond avec un troisième Rainmaker, mais ne parvient toujours pas à chercher le tomber. Il en vise un quatrième. Omega esquive et tente son propre Rainmaker contré. Tombstone tenté, contré. Okada est projeté dans les cordes et Omega envoie un dropkick incroyable. Il imite la pose du Rainmaker, place un Rain Trigger. Nouvelle tentative de One Winged Angel. Okada contre Tombstone de Kazuchika Okada. Il relève Kenny Omega. Un quatrième Rainmaker est envoyé à Kenny Omega. Kazuchika Okada parvient à faire le tomber 1, 2 et 3. Après 46 minutes d'un match tout simplement incroyable, l'un des plus grands matchs de l'histoire du catch, Kazuchika Okada parvient à conserver son titre contre Kenny Omega dans une nouvelle référence pour le monde de la lutte, une nouvelle référence pour les main events du Tokyo Dome et une nouvelle référence pour les matchs de championnat du monde. Il faut savoir qu'à l'époque, en 2017, c'était le plus long match dans le main event du Tokyo Dome, 46 minutes d'un match qui a été vraiment construit sur les mêmes bases et les mêmes structures que les grands classiques de l'All Japan Pro Wrestling, pour ceux qui connaissent des années 90. Je pense au Misawa Kobashi, je pense même au Misawa Kawada, où vraiment les premières minutes sont vraiment consacrées à asseoir la domination, à chercher à
qui va prendre le dessus sur l'autre, suivi d'une longue phase d'affaiblissement, pour ensuite finir en apothéose avec une séquence finale incroyablement bien rythmée, malgré la durée, parce que les dernières séquences en général, elles sont longues, mais tellement elles sont intenses et bien rythmées. Et grâce à la performance des deux, ça nous sort l'une des plus grandes séquences de l'histoire du catch. La performance des deux, c'est juste du n'importe quoi. La manière dont Kazuchika Okada parvient à élever les adversaires qu'il a en face de lui, c'est pour ça que ça en fait l'un des plus grands de tous les temps. Et Kenny Omega, la résistance. Il prend 4 Rainmakers avant de succomber, c'est énorme. 4 Rainmakers, c'est l'un des finishers les plus protégés de l'histoire. 4 Rainmakers, quand on mange et que tu t'affaiblis au bout, tu ne kick out pas au bout du quatrième, c'est vraiment que t'es pas n'importe qui. C'est une dinguerie de prendre 4 Rainmakers dans le même match. Dans le sens où ce match a tout changé parce qu'il a vraiment redéfini le standard de qualité des grands matchs. Il a totalement fait exploser la visibilité mondiale à New Japan. Il a installé Kenny Omega comme méga star mondial. Il a sémenté Okada comme meilleur champion de sa génération, pardon. Il a totalement changé la manière dont on écrit une rivalité aussi. Franchement, ce game changer, il est hyper important dans l'histoire du catch. Et franchement, je vous le dis, c'est pour moi pas le meilleur entre les deux. Je préfère leur match à Dominion en 2018, le Tour Three Falls. Mais ce match, franchement, ce match, c'est l'un des plus choquants que j'ai jamais vu de ma vie, honnêtement. La première fois que j'ai vu ce match, je l'avais pas live, moi, Wrestle Kingdom 11. Mais la première fois que j'ai vu ce match, c'est l'une des plus grandes baffes que j'ai pris en tant que fan de catch. Et c'est sur ces images que finit Wrestle Kingdom 11 en 2017. L'image où Kazuchika Okada conserve son titre est la dernière image de ce show tout simplement légendaire en tout point. Et pour confirmer le titre de la vidéo, Wrestle Kingdom 11 a totalement propulsé la New Japan sur la scène mondiale. Le match Okada Omega a créé vraiment un séisme, hein. Quand je vous parle dans le monde du catch, c'est un vrai séisme. Tout le monde en parlait sur YouTube, sur Reddit, sur Twitter, sur les forums, dans les podcasts. Les gens disaient partout, vous devez voir ce match. Même si vous connaissez pas la New Japan, allez regarder ce match. Les extraits tournaient partout. La New Japan, elle a touché un public beaucoup plus large, pardon, vraiment explosion des abonnements streaming, média mainstream, vraie bascule d'un produit pour vrai grand public international, l'ascension de Kenny Omega, le renforcement de Kazuchika Okada, l'exposition médiatique a complètement explosé pour la New Japan, plus de coverage médiatique, plus de reviews, plus de classement annuel, plus de réactions publiques que n'importe quel Wrestle Kingdom avant lui. C'est pas le meilleur, mais c'est sans doute le Wrestle Kingdom le plus important pour la New Japan. Donc voilà pourquoi Wrestle Kingdom 11 a propulsé la New Japan sur la scène internationale. Le buzz qu'a instauré ce Wrestle Kingdom, c'est pas le meilleur Wrestle Kingdom comme dit, mais c'est sûrement le plus important pour la compagnie. Le meilleur, je trouve que c'est quand même celui de 2015, Wrestle Kingdom 9. Pour moi, ça reste le meilleur Wrestle Kingdom de l'histoire. Il y en a eu des pas mal après Wrestle Kingdom 11 aussi, mais vraiment Wrestle Kingdom 9 c'est le plus abouti je trouve en termes de qualité. Et concernant Kazuchika Okada, Kenny Omega, le meilleur match entre les deux pour moi comme dit c'est celui de Dominion 2018. Voilà, mais l'importance de ce show, même le Cody Juice Robinson, etc., le Tetsuya Naito Hiroshi Tanahashi, le Kushida Hiromu Takahashi et le Hiroki Goto Katsuyori Shibata, pardon. Et tout le show est trop bien, le show est grave agréable à suivre. Perso, je l'avais déjà vu avant de tourner la vidéo, je me le suis refait là, hier, donc le vendredi 13 novembre. Là, je tourne le samedi 14 novembre. Donc je me l'étais fait hier et qu'est-ce que j'ai passé un bon moment franchement. Les Wrestle Kingdom des années 2010 c'est impossible de passer un mauvais moment devant parce que tout simplement vraiment la New Japan elle a jamais atteint un pic et je sais pas si elle réatteindra un pic comme elle a eu entre 2014 et 2019-2020 pour le coup. C'était vraiment la meilleure compagnie au monde. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est déjà hyper longue pour le coup, donc je vais faire un peu bref l'intro. Suivez-moi sur tous les réseaux, Twitter, Twitch, TikTok, YouTube. Suivez tous les créateurs catch français, du coup Wrestling Life, Squash FM, Les Sauveurs, et surtout trucs de catch les gars, trucs de catch qui savent accueillir, c'est les boss de la communauté catch en France comme dit. Ils sont obligatoires, et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.